entrer dans notre studio radio. C'est là qu'on va enregistrer. Donc en fait, Claudie, si tu vas sur une autre chaise... Non, pour moi, c'est là où toi, tu es le plus confortable. Mots Parleurs, un podcast de lecture à voix haute, réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mots Parleurs redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des Nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors, Catherine, ici. Bon ben voilà, ça y est, on est tous réunis. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Blandine, Eric, Mélodie, Catherine, Edith, Nathalie, Martine, Dominique, Pachi, Claire, de l'hôpital Marin, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris situé à Hendaye, qui liront des extraits du livre L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. paru aux éditions J'ai lu. un homme, la nuit, dessine à la craie des cercles bleus dans les rues désertes de Paris. Il y ajoute « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» Un mystère qui réunit le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et l'inspecteur Danglars et les confronte à une galerie de personnages improbables qui tourbillonnent étrangement autour d'eux. entrons dans le début du roman avec la rencontre entre Mathilde et Reyer. Mathilde sortit son agenda et nota. Le type qui est assis à ma gauche se fout de ma gueule. Elle but une gorgée de bière et jeta un nouveau coup d'œil à son voisin, un type immense qui pianotait sur la table depuis 10 minutes. Elle ajouta sur son agenda. Il s'est assis trop près de moi, comme si l'on se connaissait alors que je ne l'ai jamais vu. Certaine que je ne l'ai jamais vu. On ne peut pas raconter grand-chose d'autre sur ce type qui a des lunettes noires. Je suis à la terrasse du café Saint-Jacques et j'ai commandé un demi-pression. Je le bois. Je me concentre bien sur cette bière. Je ne vois rien de mieux à faire. Le voisin de Mathilde continuait à pianoter. Il se passe quelque chose ? Mathilde avait la voix grave et très ébréchée. L'homme jugea que c'était une femme et qu'elle fumait autant qu'elle le pouvait. Rien. Pourquoi ? Je crois que ça m'énerve de vous voir tambouriner sur la table. Tout me crispe aujourd'hui. Mathilde termina sa bière. C'était fade, typique d'un dimanche. Mathilde avait l'impression de souffrir plus que d'autres de ce mal assez commun qu'elle appelait le mal du 7e jour. Vous avez environ 50 ans, je suppose ? Possible. Elle fut contrariée. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire à ce type ? À l'instant, elle venait de s'apercevoir que le filet d'eau de la fontaine d'en face, dévié par le vent, mouillait le bras d'un ange sculpté en contrebas. Et ça, c'était peut-être des instants d'éternité. Au fond, ce type était en train de lui gâcher le seul instant d'éternité de son 7e jour. Et puis, d'ordinaire, on lui donnait 10 ans de moins. Elle le lui dit. Et alors, je ne sais pas estimer à l'ordinaire des autres, mais je suppose que vous êtes plutôt belle, ou je me trompe ? Il y a quelque chose qui cloche avec mon visage ? Vous n'avez pas l'air très fixé. Si, je suppose que vous êtes plutôt belle, mais je ne peux pas le jurer. Faites donc comme vous voulez. En tous les cas, vous êtes beau, et je peux le jurer, si ça peut vous être utile. En réalité, c'est toujours utile. Et puis je vais vous laisser. Au fond, je suis trop crispée aujourd'hui pour avoir envie de parler à des types dans votre genre. Je ne suis pas détendue non plus. J'allais voir un appartement à louer, et c'était déjà pris. Et vous ? J'ai laissé filer quelqu'un à qui je tenais. Une amie ? Non, une femme que je suivais dans le métro. J'avais pris pas mal de notes, et d'un seul coup, je l'ai perdue. Vous voyez ça un peu ? Non, je ne vois rien. Vous n'essayez pas. Voilà le fond de la chose. C'est évident que je n'essaie pas. Vous êtes pénible comme homme. Oui,
je suis pénible. Et en plus, je suis aveugle. Bon Dieu, je suis désolée. Alors moi, j'ai trouvé cette semaine, c'était magnifique. Mélodie, j'ai passé des moments formidables. Je me suis surprise moi-même d'avoir réussi à ce podcast et d'avoir plutôt écouté le livre en audio, parce que ça faisait des années que je n'avais pas lu un livre. Et comme quoi, même si on a un handicap, si on a des difficultés pour tenir un livre, il y a toujours une solution pour y arriver. Et je tenais à tous vous remercier. On a été un groupe soudé. On a passé des moments formidables à rigoler. Et si c'était à refaire, je le referai avec grand plaisir. Et j'oublierai jamais cette semaine. Ça restera gravé dans mon cœur. Moi, j'ai fait enregistrer un truc, mais c'est pas ma voix. Catherine. Dire. Le thème de notre atelier était la peur. Synthèse vocale de Catherine. Habitué à la lecture de polars noirs, celui-ci m'a quelque peu dérouté, car si j'ai été sensible aux descriptions des personnages, des ambiances et au déroulé de cette intrigue, je n'ai pas éprouvé de peur. Et j'ai vite compris que c'était, en réalité, mes ombres et démons que j'avais à dompter. La peur et la tristesse de lire avec une voix qui n'est plus la même et avec laquelle j'avais tant de plaisir à m'exprimer. Merci à ce formidable groupe, à Claire. Votre bienveillance, votre écoute attentive m'ont mis en confiance et aidé à dépasser ma propre peur. Cela restera une merveilleuse expérience, à ranger précieusement dans ma boîte aux souvenirs heureux. Merci beaucoup. Revenons un instant à Mathilde, qui, en grande chercheuse, élabore aussi des théories sur la vie. À mon idée, lundi, mardi, mercredi, ça fait une tranche de semaine. La tranche 1. Ce qui arrive dans la tranche 1 est d'un genre assez différent de ce qui arrive dans la tranche 2, jeudi, vendredi, samedi. Si on regarde bien, on voit plus de surprises sérieuses dans la tranche 1. En général, je dis bien en général, et plus de précipitation et d'amusement dans la tranche 2, question de rythme. Ça n'alterne jamais, à la différence des stationnements pour voitures dans certaines rues, où pendant une quinzaine, on a le droit de se garer, et pendant la suivante, on n'a plus le droit. Pourquoi ? Pour reposer la rue ? Pour faire jachère ? Mystère. En tous les cas, avec les tranches de semaine, ça ne change jamais. Tranche 1. On s'intéresse. On croit à des machins. On trouve des trucs. Drames et miracles anthropiques. Tranche 2. On ne trouve rien du tout. On apprend zéro. Dérisoire de la vie et compagnie. Dans la tranche 2, il y a beaucoup de n'importe qui avec n'importe quoi. Et on boit pas mal. Alors que la tranche 1, c'est plus important, c'est évident. Pratiquement, une tranche 2, ça ne peut pas se rater. Ou disons, ça ne tire pas à conséquence. Mais une tranche 1, quand on la bousille comme celle de cette semaine, ça fout un coup. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au café, c'était de la palette aux lentilles au menu. La palette aux lentilles, ça me fout le bourdon. C'est la désespérance. Et ça, en pleine fin de tranche 1. C'était pas de chance, cette foutue palette. Le dimanche, c'est la tranche 3. À elle seule, la journée compte pour une tranche complète. C'est dire comme c'est grave. La tranche 3, c'est la débandade. Si vous conjuguez une palette aux lentilles et une tranche 3, en vérité, il n'y a plus qu'à mourir. Alors moi, au début, j'étais très négative. J'avais pas lu le livre. Nathalie, je voulais pas rester à l'atelier, j'ai essayé de me sauver, mais
Martine, Dominique et Claire, elles m'ont forcé à rester. Du coup, après 2 jours où franchement, je me suis demandé ce que je faisais à l'atelier lecture, je suis arrivée le mercredi avec une toute autre opinion et avec un autre visage aussi. Et du coup, j'ai adoré cet atelier. J'ai trouvé qu'on était un groupe sympa et tout. On s'est écoutés les uns les autres. Et c'était une formidable semaine. Et finalement, je regrette pas d'être venue. Donc, merci à elle et au groupe. C'est difficile pour moi, en fait, de m'exprimer à l'oral. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Blandine. Et ça a été des moments très émouvants. Le livre n'étant finalement qu'un prétexte à des échanges humains extrêmement riches. Ça a été un vrai bonheur d'écouter et de mettre des mots à l'écrit sur ce que j'avais pu percevoir. Et surtout ces moments de partage qui m'ont beaucoup touchée. Découvrons maintenant la vision de Danglars et de ses collègues au commissariat sur le commissaire Adamsberg. À présent qu'il le voyait, Danglars était surpris, mais pas seulement par cette lenteur des gestes et de la parole. Il avait d'abord été déçu par ce corps petit, mince et solide, mais pas impressionnant, par la négligence générale du personnage qui ne s'était même pas présenté à eux à l'heure convenue et qui avait noué une cravate sur une chemise déformée, fourrée n'importe comment dans son pantalon. Et puis la séduction avait monté comme un niveau d'eau. Ça avait commencé par la voix d'Adamsberg. Danglars aimait l'entendre, ça le calmait, ça l'endormait presque. Ça fait comme une caresse, avait dit Florence. Mais bon, Florence, c'était une fille. Elle était seule responsable des mots qu'elle choisissait. Castro avait gueulé. Ne me dis pas qu'il est beau. Florence avait eu l'air perplexe. Attends, il faut que je réfléchisse. Florence disait toujours ça. C'était une fille scrupuleuse. Elle réfléchissait beaucoup avant de parler. Pas sûre d'elle, elle avait ânonné. Non, mais ça a à voir avec de la grâce ou quelque chose comme ça. Je réfléchirai. Comme des collègues avaient ri, alors que Florence avait l'air si studieuse, Danglars avait dit « Florence a raison, c'est évident. » Danglars, dont d'ailleurs Jean-Baptiste Adamsberg dresse lui aussi le portrait. Adamsberg entra au commissariat. Son préféré des inspecteurs, pour le moment, c'était Adrien Danglars. Un homme pas bien beau, très bien habillé, le ventre et les fesses basses, qui buvait pas mal et qui ne paraissait plus très fiable après 4 heures de l'après-midi, parfois avant. Mais il était réel, très réel. Adamsberg n'avait pas encore trouvé d'autres termes pour le définir. Donc moi, je venais vraiment au tout début à reculons. Donc j'étais tout à fait négative en début d'atelier. Edith. Et au fur et à mesure, donc ça s'est dévoilé. Donc moi, j'ai vécu cet atelier plus comme un moment de partage, d'échange. Voilà, connaître des magnifiques personnes. Et l'atelier à voix haute m'a permis aussi, moi, de me surpasser parce que je suis quelqu'un d'assez... Oui, je n'aime pas aller de l'avant. Et là, ça m'a permis de me surpasser grâce à Claire qui m'a donné plus un côté théâtral, plus le fait de le jouer, de le vivre différemment que lire, parce que moi, lire en soi ne me plaît pas forcément. Et là, du coup, la voix haute m'a permis de tous ces moments formidables. Et je tiens vraiment à vous remercier, parce que moi aussi, ça restera gravé vraiment comme un moment spécial dans mon séjour à Hendaye, vraiment. Moi, je voulais vous remercier pour avoir répondu présent, Martine. Il y avait du beau, il y avait beaucoup de beauté, il y avait de l'authenticité, il y avait... c'était vraiment... Moi, je vous ai vu vous déployer les uns après les autres et ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Donc, merci beaucoup pour ça. Et un jour, enfin, l'homme au cercle entre dans la danse. Adamsberg s'inquiète-t-il à tort ou à raison? Quoi qu'il en soit, il veut en savoir plus. Je vous aime bien, Danglars, dit Adamsberg tout en griffonnant.
Je crois que je le sais, dit Danglars en ramassant son verre. Demandez au photographe de se libérer demain matin et accompagnez-le. Je veux une description et des clichés précis du cercle de craie bleue qui sera peut-être tracé la nuit prochaine dans Paris. Du cercle? Vous voulez parler de cette histoire de rond autour de quelle pull de bière? Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors? C'est de ça que je veux parler, Danglars. Exactement de ça. Mais c'est stupide. Qu'est-ce que... Adensberg secoua la tête avec impatience. Je sais, Danglars, je sais, mais faites-le, je vous en prie. Et n'en parlez à personne pour l'instant. Ensuite, Adensberg termina le croquis qui était en route sur ses genoux. En sortant peu après, Adensberg prit Danglars par l'épaule et lui dit à voix basse: « Dès demain, tâchez de savoir s'il y a eu un nouveau cercle pendant la nuit. Et étudiez-le bien à fond, je vous fais confiance. La chose grossira, Danglars. Depuis 1 mois, les cercles deviennent plus nombreux. Ça s'accélère. Il y a là-dedans quelque chose d'immonde. Vous ne le sentez pas ?» Danglars réfléchit. Il répondit en hésitant: « Juste malsain, peut-être. Mais ce n'est peut-être qu'une vaste farce. » Non, Danglars, non. C'est la cruauté qui suinte dans ces cercles. Danglars avait essayé de résister. Mais le lendemain matin, il se jeta sur les journaux, négligeant les titres politiques, économiques, sociaux et tout le fatras qui l'intéressait d'habitude. Rien sur l'homme au cercle. L'affaire n'avait aucune raison de mobiliser l'attention quotidienne d'un journaliste. Mais lui, il était pris. Et nous, lecteurs, avec lui. Le lendemain matin, on trouva le grand cercle rue Cunin-Griden, dans le 3e. Il ne comportait en son centre qu'un bigoudi. Conti photographia le bigoudi. La nuit suivante apporta un cercle rue La Crételle et un autre rue de la Condamine, en serrant l'un un vieux sac de dames et l'autre un coton-tige. Conti photographia le vieux sac puis le coton-tige sans faire de commentaires, mais à l'évidence agacé. Danglars restait silencieux. Les 3 nuits suivantes fournirent une pièce de 1 franc, une ampoule de surjector, un tournevis et, ce qui remonta un peu le moral de Danglars, si l'on peut dire, un pigeon mort, l'aile arrachée, rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Combien de temps ça va durer, cette histoire, commissaire? Quelle histoire? Mais les cercles, bon Dieu. On ne va pas aller se recueillir devant des bigoudis tous les matins de notre vie, bon sang. Ah, les cercles. Oui, ça peut durer longtemps, Danglars. Très longtemps même. Ça grossira, je vous l'ai dit. Ne soyez pas impatient, Danglars. Vous n'allez pas souhaiter la mort d'un homme, non? Le lendemain, il y eut un cornet de glace avenue du docteur Brouardel dans le 7e. 5 jours plus tard, le jeudi matin, on découvrit un bouchon de bouteille de vin rue de l'Abbé de l'Épée et rue Pierre et Marie Curie dans le 5e, une femme égorgée qui tournait les yeux vers le ciel. Un bouchon de bouteille et une femme égorgée. Je ne vois pas le lien. Ça me dépasse. Je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ce type a dans le cerveau. Mais qui se cache derrière ces actes tantôt anodins, tantôt criminels? Adensberg, l'insaisissable, et Danglars, le très réel, trouveront-ils un sens à ce manège étourdissant? Mathilde Forestier l'égyptienne, Charles Reyer, l'aveugle beau, Clémence, la vieille documentaliste aux dents de musaraigne, ou encore un savant byzantiniste, ont-ils vraiment quelque chose à voir avec cette étrange affaire? Eh bien, Dominique, c'est beaucoup d'émotions pour moi cette semaine et tout le plaisir a été de vous voir toutes nous apporter quelque chose, nous donner quelque chose. Et ça, je crois que c'est la plus grande réussite de la semaine. Merci à vous. Merci.
On va dans une salle, cocotte minute et ouf. On ouvre une fenêtre. Bravo tout le monde. Présentation et commentaires rédigés par Blandine grâce à la collaboration de Catherine, Claudie, Edith, Eric, Mélodie et Nathalie. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'hôpital Marin, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris situé à Hendaye, et accompagné par Claire Grimbert.